Moïse, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Hier, vous n'étiez pas en Haïti. Non, malheureusement, je n'ai pas pu être présent, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, parce que bon, mon absence a été bel et bien remarquée. C'est la même raison quand le juge d'instruction m'avait invité à rentrer en Haïti pour une audience. Je lui avais dit que je ne me sentais pas personnellement en sécurité pour rentrer en Haïti compte tenu du contexte. Et maintenant, 6 mois plus tard environ, rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'avancée non plus dans l'enquête. Donc, mon opinion n'a pas non plus changé. Donc, je me sens toujours pas en sécurité pour rentrer en Haïti. Il faut bien comprendre aussi que c'est une décision personnelle. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont entrés en Haïti, les membres de la famille qui ont été en Haïti ne sont pas en danger. Mais voilà, ils ont pris plus de risques que moi. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité et c'est ce qui a motivé votre absence, mais quand même d'autres membres de la famille ont répondu présent. Certains gens saisissent ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Joberlin, fils aîné, et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot ou bien il y a autre chose? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à maintes reprises de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Et moi, je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de querelle familiale, on ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il y a aucune division dans la famille, on communique assez souvent, on prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je viens de vous le dire. C'est une décision personnelle. Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas être présent parce que j'estime que les paramètres de sécurité ne sont pas encore adéquats pour que moi, je rentre en Haïti. Ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont en sécurité, comme je viens de le dire, mais pour eux autres, les paramètres sont plus ou moins respectés. Mais il faut comprendre aussi, comme ma belle-mère l'a bien dit, je crois hier ou avant-hier, elle aussi, elle n'est pas en sécurité. Il y a un danger permanent qui plane sur elle. Donc, et tous les autres membres de la famille. Donc, elle a dit sur RFI que la menace est permanente sur sa personne. Et apparemment, ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous? Pourquoi votre belle-mère? Justement, on avait 2 réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce que il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début. Ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de prendre des avocats. Nous avons décidé de poser des questions. Nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, on est en train de déranger ces gens-là dans dans leur confort. Donc, automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle, je pourrais dire un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Ces gens-là ils ont toujours les mêmes pouvoirs, ils sont toujours dans leur confort, ils sont toujours en liberté, donc ils pourraient recommencer. Et il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant,
Ces gens-là ont entré, ils ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui plane sur vous. Qui est bel et bien présent. Oh, exactement. On peut pas non plus, on doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est très risqué. Mon père le savait à partir du moment qu'il est devenu candidat à la présidence. Il nous en parlait souvent. Il nous disait, écoute, c'est très risqué ce que je suis en train de faire. Il savait déjà que avant lui, il y avait 4 autres chefs d'État haïtiens qui se sont fait assassiner. Donc, il y avait une forte possibilité que ça arrive. Mais il essayait de limiter les risques. Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Nous aussi, on va essayer de limiter les risques. Mais on ne va pas abandonner le combat. Et là, vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. Moi, je regarde ces vidéos. Entre parler publiquement, Joberlin, et parler à son fils, c'est différent. Parce que quand même, il pourrait ne pas révéler certains secrets au public, à la nation, mais avec ses proches, sa femme, ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites? Mon père était bien au courant qu'il était en train de changer la façon de faire. Il était en train de passer les intérêts du peuple avant les intérêts de quelques personnes extrêmement puissantes qui sont les garants, qui sont, on va dire, même les créateurs de ce système de génération en génération. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait que c'était possible qu'on l'assassine. Il nous en a parlé. Il m'en a parlé personnellement et aussi publiquement, comme je viens de le dire. Il n'a pas donné de détails, plus de détails à moi ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Mais le sujet était d'actualité. On savait qu'il fallait être prudent. On savait justement qu'on ne peut pas prendre de risques. On ne peut pas, je sais pas moi, on ne peut pas laisser savoir où est-ce qu'on vit, par exemple. Genre, si on va en vacances, on va être où. On peut pas. Comme moi, je l'ai toujours dit, je prenais toujours la route pour aller dans le Nord parce que je travaillais dans le Nord. Mon père m'a demandé quelques mois avant son assassinat de prendre l'avion, de demander à d'autres personnes de venir me prendre à l'aéroport, quel est mon itinéraire. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait aussi que ça se précisait. Mais, écoute, c'était un risque à prendre. Il aurait pu ne pas se battre pour le peuple. Il aurait pu dire, écoute, bon, là, je suis rendu président, j'ai bien compris qu'il n'y a pas moyen. Il y a les intérêts de ces gens-là, et aussi il y a les intérêts du peuple. Et il n'y a pas d'association entre ces deux intérêts. Donc, le peuple, je ne peux pas me battre pour le peuple parce que ces gens-là vont m'éliminer. Non, il a essayé quand même, il est allé jusqu'au bout, il a cru. Et écoute, je l'ai toujours dit, si mon père me demandait encore, parce que mon père m'avait appelé quand il allait être candidat à la présidence pour me demander qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit, écoute, il faut juste t'assurer que tu vas gagner parce que moi, j'aime pas perdre, mais je pense que tu vas être un bon président parce que je sais à quel point tu aimes ton pays. Et si maintenant il me reposait la même question, je lui dirais la même chose. Oui, on a beaucoup de regrets par rapport à son absence, son assassinat, la façon que ça s'est passé. On n'a même pas le temps de faire notre deuil. Regarde-moi, un jour après, je dois justement être avec vous, être avec la presse pour exprimer ma peine, ma déception publiquement. Donc, c'est rendu public, j'ai pas le temps de faire mon deuil. C'est une double peine. Mais le sacrifice de mon père n'est pas en vain. Je le sais que tous les Haïtiens l'ont compris. Le monde entier l'a compris. Il n'est pas mort pour ses intérêts personnels, il est mort parce qu'il voulait changer les choses. Il est mort pour les intérêts du peuple. Et ça, c'est important. Donc, il était bien conscient du danger, mais il est allé jusqu'au bout. On aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je vais m'assurer, avec la famille aussi, dans cette quête de justice, que ces gens-là paient pour ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis en colère, non, non. Pas parce que je veux me venger non plus. Non, non. C'est parce que on doit arrêter ce cirque. On doit arrêter... Faut que ça s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit hors micro tantôt, c'est que mon père est quand même le 5e président assassiné depuis l'indépendance d'Haïti. On a environ 218 années d'indépendance, quand même. 5e président. Donc, c'est environ un assassinat de chef d'État tous les 43 ans. C'est énorme. C'est inacceptable.
on peut pas l'accepter en tant que peuple. Et le premier chef d'État qui s'est fait assassiner, c'est